Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour votre journal Afrique, une actualité politique très riche ce soir avec d'abord la nomination d'un Premier ministre dans les 24 heures en RDC. Joseph Kabila le promet devant le Parlement. Le président invite l'opposition à surmonter ses querelles. 48 heures et non pas 24 heures. Au Bénin, ce revers pour Patrice Talon. Les députés refusent d'examiner son projet de réforme de la Constitution. C'était l'une des mesures phares du président. Et puis notre chronique, on en parle. On s'intéresse ce soir à la procréation médicalement assistée avec vous et notre invité Laure de Matos. Oui, la PMA peut-elle être une solution à l'infertilité? Je poserai vos questions à l'anthropologue Doris Bonnet. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Son arbitrage était attendu en République démocratique du Congo. Le président Kabila promet donc de nommer un nouveau Premier ministre dans les 24 heures, dans les 48 heures, je vais y arriver. Cette question était l'un des principaux points de blocage de l'accord politique. Le chef de l'État a fait cette annonce à la mi-journée lors d'un discours à la nation devant les deux chambres du Parlement. Thibaut Caivaillès. Après 48 heures de consultation, des mois de blocage politique, Joseph Kabila se présente devant le Congrès en arbitre. Tenant compte du fait que le pays ne doit plus être l'otage d'intérêts personnels et de lutte de positionnement des acteurs politiques, le Premier ministre sera impérativement nommé dans les 48 heures. Une annonce qui sonne comme une reprise en main, un tour de force de la part de Kabila, qui s'arroge ainsi le droit de choisir le Premier ministre dans les rangs du Rassemblement, contrairement à ce que stipule l'accord dit de la Saint-Sylvestre. Ce n'est pas à Joseph Kabila de nous demander, nous les rassemblements, puisque lui-même fait partie de la crise. On se demande par quelle baguette magique, lui qui fait partie de la crise, peut nous convoquer, nous, les rassemblements, pour lui proposer. Ce n'est pas ça. Ça, c'est sortir en dehors de l'accord. Nous ne pouvons pas cautionner ça, sinon ça sera la violation grave de notre Constitution. Kabila aura ainsi réussi à fragiliser la coalition d'opposition. Le Rassemblement est plus divisé que jamais. Une branche dissidente de la coalition a proposé au président une liste de 5 noms pour un futur Premier ministre, quand la partie majoritaire, elle, a refusé de participer aux consultations de ces 2 derniers jours et reste arc-boutée sur Félix Tshisekedi pour occuper le poste. L'annonce dans 48 heures, vendredi donc, du futur Premier ministre pourrait ne pas être synonyme de fin de blocage. Au Bénin, c'est un échec retentissant pour Patrice Talon. À sa grande surprise, les députés rejettent l'examen du projet de réforme constitutionnelle. C'était l'une des mesures phares du président qui souhaitait instaurer notamment un mandat présidentiel unique. Les précisions de Thibaut Cavaillès. Sous les fenêtres de l'Assemblée, la joie de Béninois mardi soir. Quelques minutes auparavant, les députés disaient non à la révision de la Constitution proposée par le président Patrice Talon. Un revers difficile pour le chef de l'État, 1 an à peine après son arrivée au pouvoir. À l'époque, il avait proposé un référendum pour une nouvelle Constitution. Mais il a finalement préféré s'en remettre à l'Assemblée directement, pensant avoir cause gagnée. Eh bien non, cela s'est joué à 3 voix près. Le projet d'une révision de la Constitution dérangeait les Béninois, pas tant sur le fond. Le nouveau texte prévoyait notamment une discrimination positive en faveur des femmes et un mandat unique pour le président, mais plutôt sur la forme et le fait que cette révision ne soit pas soumise au peuple. Même les gouvernements passés, s'ils avaient adopté la bonne démarche, écoutez, on aurait déjà révisé. Il faut laisser les considérations cartésiennes qu'il y a donc dans notre loi fondamentale. Là. Rassembler donc et faites adhérer le peuple au débat. Un peuple soulagé, qui plus est après un vote qui a fait taire les rumeurs d'argent versées aux députés afin qu'ils votent en faveur de la révision. Aujourd'hui, nous avons montré que les députés ne sont pas manipulables ni manipulés. Plusieurs rassemblements avant le vote avaient prévenu le président Talon que son choix ne convenait pas à de nombreux Béninois. Au Maroc, on l'attendait depuis 6 mois maintenant. Le nouveau gouvernement est enfin désigné. 22 ministres viennent tout juste de prêter serment devant le roi. Mohamed VI a formé une équipe hétéroclite que nous présente notre correspondante à Rabat, Margot Chevance.
C'est un gouvernement resserré autour de 22 ministres. Parmi eux, des poids lourds du gouvernement sortant comme Aziz Aranouch, qui garde son poste de ministre de l'Agriculture. Cet homme avait pesé de tout son poids dans les négociations pour former une majorité au Parlement. Aux affaires étrangères, il y a Nasser Bourita, ce diplomate chevronné qui a multiplié cette année les déplacements sur le continent africain. Le Parti socialiste fait quant à lui son grand retour au sein du gouvernement en occupant le ministère de la Culture. Il n'y a en revanche qu'une seule femme ministre, c'est Bassima Akawi, qui garde la tête du ministère de la Famille. Elle est membre du parti islamiste et elle est connue pour ses positions très conservatrices. C'est donc une coalition gouvernementale très hétéroclite qui rassemble les islamistes, les libéraux proches du palais, les socialistes ou encore des membres de la gauche ouvrière. Après 5 mois de blocage, le gouvernement doit s'atteler aux dossiers brûlants restés en suspens, comme la loi de finances 2017, la réforme des retraites ou encore le régime de flexibilité d'échange. En Afrique du Sud, l'ANC fait bloc autour de Jacob Zuma. Le Congrès national africain affirme son soutien au président alors que les appels à sa démission se multiplient. L'ANC veut calmer les divisions. Il lance un appel à l'unité du parti. On écoute son secrétaire général. Aucun membre de l'ANC ne votera en aucune façon pour une motion de l'opposition. Vous savez, quand vous vous mobilisez dans tous les sens en organisant un mouvement anti-Zuma, vous incitez juste l'ANC à serrer les rangs. La Gambie vote ce jeudi pour ses premières élections libres depuis 22 ans. Le départ forcé de l'ancien président Jammeh a redonné confiance. Et ceux qui avaient fui à l'étranger commencent maintenant à rentrer au pays. L'exemple de ces Gambiens retenus pendant plusieurs mois en Libye. C'est un récit de Mévalo. Réunis à l'extérieur d'un centre de détention de Tripoli, ils écoutent attentivement les dernières consignes avant le départ. Elles leur sont données par des membres de l'Organisation internationale pour les migrations. Dans le cadre du programme de retour volontaire, aujourd'hui nous aidons 172 migrants gambiens à rentrer chez eux. Le voyage sera direct de Tripoli à Banjul. Avant de partir pour l'aéroport, chacun a droit à un sac de nourriture, rien que pour le voyage. Une attention rare en Libye. Et dans le bus qui les emmène, l'ambiance est à la fête. Certains ont quitté la Gambie il y a plus d'1 an. Hommes, femmes, enfants, ils espéraient rejoindre l'Europe. Ils n'auront finalement pas réussi à quitter le continent. Mais plus qu'un échec, le retour au pays pour eux qui l'ont choisi, c'est surtout la fin d'un long cauchemar. Ils visent les jambes, ils visent la tête, ils tirent sur les gens partout. Pour eux, un chien a plus de valeur qu'un noir. Il n'y a que des noirs en prison. Ils sont battus et ne reçoivent de la nourriture qu'une seule fois par jour. Ce soir, je vais faire la fête, aussi pour certains de mes amis qui ont perdu la vie devant moi. Certains. Moi, j'ai seulement été battu et la douleur est passée maintenant. Torture, passage à tabac, malnutrition, raquettes. L'Organisation internationale pour les migrations fait le tour des prisons situées à l'ouest de la Libye pour tenter d'améliorer le quotidien des candidats à l'exil et les sauver de l'enfer des geôles libyennes. Près de 2000 personnes ont déjà été rapatriées depuis le début de l'année. 5000 autres attendent de l'être. On passe maintenant à notre chronique, on en parle. Vaste sujet ce soir, on s'intéresse à la procréation médicalement assistée. C'est une pratique de plus en plus répandue sur le continent, mais qui reste tabou. On va en parler avec vous dans un instant, Doris Bonnet. Mais d'abord, une illustration à Lomé avec un reportage d'Emmanuel Sodji. Dans cette clinique de Lomé, les médecins prélèvent sur cette patiente ses cellules reproductrices. On va les féconder avec les spermatozoïdes du mari. Je pense qu'on aura à peu près dans 90% des cas, on aura des embryons. Et on va en transférer 1 ou 2. Et je pense que ce couple a au moins 25%, 25 à 30% de chances d'avoir une grossesse, de débuter une grossesse. Sans cette assistance en laboratoire, le couple n'aurait eu aucune chance d'avoir un enfant naturellement. Le mari est atteint d'une azospermie. On a fait des recherches et on a vu qu'il produisait des spermatozoïdes, mais que les spermatozoïdes ne sortaient pas. Donc on est allé chercher les spermatozoïdes au niveau de ses testicules, qu'on a congelés. Cette femme de 40 ans a mis aussi toutes ses chances de son côté pour avoir un enfant. Sa fille de 3 mois est née par fécondation in vitro. Ça pose encore des problèmes parce que les gens n'acceptent pas cette méthode, disent c'est pas ton enfant, il y a des ragots, donc
Quand on le dit, les gens sont un peu réticents. Un bébé, quel que soit le prix, et aucune assurance pour rembourser cette méthode très lourde financièrement, entre 2 et 3 millions de francs CFA. L'infertilité est un fléau et on peut le considérer comme un problème de santé publique puisque dans pratiquement toutes les familles, on est confronté à ce problème. On est prêt à tout dépenser, même les maigres économies, on les sort ne serait-ce que pour avoir un seul enfant. Le débat sur la PMA, la procréation médicalement assistée, est absent de la place publique. Mais selon Patricia, qui débute le processus médical, il faut bousculer les croyances. Ceux parmi nous qui ont eu la chance de voyager, de beaucoup voyager, de faire leurs études à l'étranger, ont une ouverture d'esprit que n'ont pas ceux qui sont restés sur place. Et ceux qui sont restés sur place ont l'influence séculaire de leur culture, justement. Et ça bouge très lentement ou pas du tout. Aujourd'hui encore, on pose un regard qui restreint l'individu, un regard qui ferme les possibilités, qui juge. En 20 ans, la clinique a donné vie à 1 millier d'enfants. Mais en l'absence de code éthique entourant la PMA, c'est l'équipe de fertilité qui joue le rôle de censeur face aux demandes. Et pour parler de PMA, une grande spécialiste est avec nous, Doris Bonnet, anthropologue, directrice de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Vous êtes également co-auteur de cet ouvrage, Procréation médicale et mondialisation, expérience africaine, chez l'Harmattan. Bienvenue. On a vu donc dans le reportage que ce n'est pas un choix facile pour les couples infertiles d'avoir recours à la PMA, tant le poids des préjugés semble lourd, Laure. En effet, pour Olivier Sidgest, par exemple, ces pratiques posent un sérieux problème moral. La conception doit se faire dans le lit conjugal et nulle part ailleurs. Un autre internaute, Jodé Ngapela, nous dit « Cet enfant sera considéré comme artificiel ». Alors pourquoi ces tabous autour de la procréation médicalement assistée, des tabous qui peuvent d'ailleurs exister ailleurs, comme en Europe, hein. Les tabous, généralement, sont dus à une méconnaissance du sujet, une méconnaissance de la stérilité, une méconnaissance de la fécondation in vitro. En plus, on touche des sujets, des thèmes pointus, des thèmes comme la vie, la conception de l'enfant, ce qui est de l'ordre du sacré, la vie intime, la vie sexuelle des hommes et des femmes, des sujets qui sont cachés et sacrés. Donc l'idée, c'est de démythifier et la stérilité et de démythifier la fécondation in vitro en donnant des informations, des connaissances médicales sur le sujet. Et aussi en incitant les gens à en parler. Parler, comme dans le reportage, parler entre conjoints aussi, parce qu'il y a des conjoints qui ne parlent pas entre eux de ça. Et parler à l'entourage, là c'est encore plus difficile, mais aller sur Internet aussi, consulter des blogs quelquefois. Les gens ont besoin de parler de ça, mais ils sont gênés, ils ont honte de parler de ça publiquement. Alors on en parle ce soir justement. Nous, une internaute leur revient sur une autre croyance très répandue sur le continent, à savoir que l'infertilité serait essentiellement féminine. Oui, Obambi Carmine nous explique qu'en Afrique, quand on parle stérilité, les hommes croient que c'est un problème féminin. La plupart des hommes ne veulent pas se rendre à l'hôpital pour dépister qui est stérile dans le couple. Alors Doris Bonnet, deux questions. D'abord, est-ce que les hommes aussi peuvent-ils être stériles? Et comment sont perçues les femmes qui ont des difficultés pour avoir des enfants avec leur mari? Oui, les hommes peuvent être stériles, les médecins nous l'expliquent. Il y a souvent dans des stérilités de couple des hommes, des femmes ou des stérilités de couple aussi. Mais le problème, c'est que bien souvent, on associe la stérilité à l'impuissance masculine. Donc, du coup, ça ne pousse pas les gens à en parler et encore moins les hommes. Et ils ne vont pas consulter pour ces raisons. Ça touche aussi les fondements de la paternité. Donc, de fait, c'est aussi un universel. Et depuis très longtemps, dans toutes les sociétés, on considère que c'est toujours la femme qui est stérile et pas l'homme. Alors, on s'aperçoit que dans des sociétés, comme en Afrique, la femme va être sujet à ragot, à médisance, à répudiation, accusation de sorcellerie même. Donc, c'est extrêmement violent. Il y a une violence. Mais il ne faut pas pour autant considérer que les hommes ne sont pas en souffrance aussi. Il y a beaucoup d'hommes qui sont en grande souffrance d'être stériles, mais qui sont dans la honte, comme je disais, d'en parler. Ce qui fait que chacun se replie sur soi
Et au lieu de se confier à l'entourage, chacun est dans son quant à soi par rapport à ça. Alors plusieurs questions des internautes, Laure, sur l'accessibilité et puis le coût de la PMA qui est très cher quand même. Oui, Soumaïla Baby nous dit malheureusement toutes les familles qui rencontrent ce problème n'ont pas les moyens de recourir à la PMA. Bakore Dembélé nous demande existe-t-il des hôpitaux spécialisés dans le domaine en Afrique? Alors est-ce que la PMA est réservée aux riches qui peuvent voyager et partir se faire inséminer par exemple à l'étranger ou pas? Alors c'est vrai, la PMA est extrêmement chère. Maintenant, c'est uniquement des cliniques privées. Il y a une tentative de pouvoir installer ça dans des hôpitaux publics, mais pour l'instant, ça reste des cliniques privées, aussi bien comme le reportage l'a montré à Lomé, il y en a à Douala, où j'ai travaillé, à Abidjan, il y en a aussi à Yaoundé, à Cotonou, à Dakar. Donc les gens n'hésitent pas à se déplacer. Quelquefois, parce qu'on leur recommande une clinique ou parce qu'ils veulent être dans l'anonymat. Donc ils vont habiter dans une ville, mais ils vont aller ailleurs pour qu'on ne sache pas et pour que la femme revienne enceinte sans qu'on sache qu'elle a été dans une clinique. Il ne faut pas croire que c'est que les très très riches. Ouais. Il y a des gens de plus modestes, je dirais, enfin ce qu'on dit sur les classes moyennes, c'est ni riches ni pauvres. Mais c'est des gens qui ne vont pas hésiter à emprunter auprès des frères et sœurs, par exemple, et puis qui vont vendre un terrain, vendre une voiture, qui, comme le disait le docteur Moïse dans le film, ne vont pas hésiter à dépenser énormément, entre 2 à 3 000 euros, c'est-à-dire 2 millions à 3 millions CFA quelquefois, ouais. Selon les différents, s'il y a dons ou pas, etc. Et il y a une femme qui nous écrit, il n'y en a pas beaucoup de femmes qui nous écrivent sur Facebook, vous êtes les bienvenues mesdames, elle nous écrit, Laure, elle défend les méthodes traditionnelles, elle dit pourquoi ne pas y avoir recours. Corinne Potoun, elle nous dit les Africains devraient se contenter de ce qu'ils ont en matière de médicaments, à savoir la tradithérapie. Nos aïeux trouvaient des solutions à leurs problèmes à partir de feuilles et de racines. Alors en quoi consistent ces méthodes traditionnelles pour lutter contre l'infertilité? Les feuilles, les racines, c'est les tisanes, c'est aller consulter les guérisseurs. Quelquefois c'est des divinations, on peut multiplier les méthodes. On peut aller à la fois chercher des tisanes chez des guérisseurs traditionnels. Efficace, ça dépend le problème qu'on a. Tout dépend de si c'est un fibrome, si c'est des choses comme ça va être plus difficile. Mais donc, il y a aussi des systèmes de divination par les coris ou autres types de divination. Mais ce qu'on observe de plus en plus, c'est qu'on n'est pas dans la concurrence et que les gens multiplient les chances. Ils vont à la fois faire les feuilles, à la fois aller voir le devin et à la fois aller à la clinique, faire une fécondation in vitro. Plus on en fait, mieux c'est pour se donner les chances d'avoir un enfant. Doris Bonnet, anthropologue, co-auteur de Procréation médicale et mondialisation, expérience africaine, c'est aux éditions L'Harmattan. Merci beaucoup pour vos explications. Merci, Laure de Matos. Merci. Et merci à vous pour vos témoignages postés sur notre page Facebook. Voilà, c'est la fin de ce journal. Vous pouvez retrouver cette chronique sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. À demain.